Bonjour, moi aussi je suis ravie d'être là. Merci, merci Catherine et merci passionnant débat, passionnants échanges. Je vois que nous sommes nombreux et c'est tant mieux pour effectivement ensemble partager cette aventure, comme le disait Patrick Boucheron, et essayer de réfléchir comment, quoi, entre incertitude et impatience. Effectivement, on en est là. On va donc poursuivre nos interrogations ici dans ce bel amphithéâtre du Collège de France en faisant appel pour ce deuxième dialogue au savoir des sciences humaines et surtout au recul sur le temps long des historiens, des archéologues, grâce au regard croisé du professeur Patrick Boucheron, historien médiéviste, titulaire de la chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle, et du professeur François-Xavier Fauvel, archéologue et historien, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Comment notre passé peut-il éclairer notre présent? Comment l'histoire, comment les travaux des historiens, des archéologues sur tous les continents peuvent-ils nous ouvrir d'autres pistes pour l'avenir? Oui, les historiens peuvent nous éclairer sur l'avenir. La fiction peut aussi nous éclairer. Les histoires peuvent aussi nous éclairer sur l'avenir, comme le précisait Patrick Boucheron. Comparaison n'est pas raison, mais comment les sociétés humaines ont-elles fait face dans le passé aux crises environnementales et climatiques? Et comment toutes ces expériences, toutes ces transitions, toutes ces adaptations, réussies ou ratées d'ailleurs, peuvent nous ouvrir des pistes de réflexion tout en se gardant bien, comme ne manqueront pas nous le rappeler nos deux professeurs, de revisiter toute l'histoire de l'humanité uniquement au filtre du changement climatique ou de l'effondrement. Bien sûr, ce n'est pas en plaquant notre présent sur notre passé que nous avancerons. Il faut donc garder l'esprit ouvert à tout, à toutes les histoires, à toutes les sciences et même à toutes les fictions, voire science-fiction. En tout cas, pour écouter ce que les historiens et les archéologues, les intellectuels, Patrick Boucheron et François-Xavier Fauvel, en l'occurrence, ont à nous dire avec le recul de leur discipline sur les termes même de transition et d'adaptation sur lesquels on va revenir. On va peut-être commencer avec vous, François-Xavier Fauvel. Je rappelle que vous êtes spécialiste d'une histoire longtemps oubliée, occultée, celle des mondes africains. Et vous voulez quand même démarrer ce dialogue, je vais vous laisser dialoguer tous les deux, mais démarrer ce dialogue en rappelant l'importance inédite, on l'a entendu, on le sait, mais rappelons-le tout de même de ce que nous vivons actuellement, donc la réalité de ce changement climatique qui affecte principalement les sociétés les plus vulnérables du monde, à commencer par le continent africain dont vous êtes un des historiens spécialistes et un des rares d'ailleurs à travailler sur ce continent. Merci beaucoup. Alors en effet, oui. Commençons par rappeler ça, c'est que le changement climatique, l'ensemble des transformations environnementales que nous vivons, affectent en tout premier lieu et de façon profondément injuste les sociétés les plus fragiles. Les endroits du monde, les lisières du monde les plus fragiles. Alors, on a l'habitude, immédiatement, notre imaginaire part vers les parties les plus septentrionales du monde. On pense immédiatement à la banquise, aux parties de la banquise qui ne se reforment pas pendant l'hiver. On sait ce qu'on perd en termes de glaciers. On a tous les 3 jours un documentaire sur les ours blancs qui reculent de quelques centaines de kilomètres parce qu'ils n'ont plus d'habitat, etc. Parce que c'est notre imaginaire des zones lisières où le réchauffement climatique est le plus visible et mesurable, etc. En réalité, il est mesurable et visible partout où il y a d'autres régions lisières. S'il y a quelques jours, pendant la COP26, un ministre des Tuvalu a fait son intervention en direct, les pieds dans l'eau, enfin jusqu'à mi-cuisse dans l'eau, c'est parce que personne ne sait ici où c'est les Tuvalu. Les Tuvalu, c'est un tout petit archipel qui est à peu près 1 millier de kilomètres au nord de Wallis et Futuna, pour ceux qui savent où est Wallis et Futuna. C'est à l'est, à 2000 kilomètres à l'est de la Nouvelle-Guinée. C'est un tout petit archipel qui est constitué de quelques îlots formés sur des récifs, donc en fait sur du corail fossile, et puis de quelques atolls, donc en fait des îles entourées par un lagon avec une barrière de corail. Pourquoi ça a une signification très très tangible pour ce ministre et pour les habitants? Parce que là-bas,
quelques centimètres, nous on s'en fout de quelques centimètres d'eau, enfin d'augmentation du niveau de la mer. Mais là-bas, quelques centimètres d'élévation du niveau de la mer, ça se traduit en centaines de kilomètres de régression des terres sur la mer. La conversion, elle est automatique. Il y a beaucoup de régions du monde où, pour toute une série de raisons qui tiennent au fait à la baisse de l'ensoleillement, à la baisse de la luminosité accessible aux coraux, qui sont des organismes vivants, à la mort des récifs, par conséquent, qui ne font plus barrière à l'envahissement des eaux, etc., etc. Donc toute une série de processus imbriqués les uns aux autres, directement liés à des phénomènes millimétriques, en quoi consiste le changement climatique, mais qui se convertissent en des phénomènes kilométriques dans des endroits comme ça. Voilà. Autre chose également, dans d'autres endroits lisières, qui moi m'intéressent particulièrement comme historien de l'Afrique médiévale, parce que ce sont dans ces endroits lisières en Afrique, les escarpements, les Sahel, les rivages, ce sont là que des formations politiques médiévales se sont installées au Moyen-Âge. C'est là qu'elles ont installé leur capitale au Moyen-Âge, parce qu'elles savaient pouvoir profiter de ces régions-là, écologiquement fragiles, mais parce que écologiquement fragiles, elles étaient aussi des zones de contact entre groupes humains, entre diasporas commerçantes, etc. C'est donc dans des endroits comme ça, par exemple, l'escarpement de la vallée du Rift, c'est un véritable mur en Éthiopie, un mur qui fait 2,5 km de hauteur. Et au milieu de ce mur, qui a à peu près cette tête-là, au milieu de ce mur, il y avait là des formations politiques musulmanes en Éthiopie qui étaient les maîtres, qui étaient les patronnes. C'est elles qui organisaient l'interface entre des sociétés chrétiennes d'un côté, musulmanes de l'autre, des grands marchands, etc., etc. Et dans cet escarpement, là aussi, des phénomènes de millimétriques de l'ordre de quelques dixièmes de degrés de température se traduisent en centaines de mètres de différence chaque année, de prévalence du moustique. C'est pas rien, quelques centaines de mètres d'altitude, parce que ça veut dire que tout à coup, c'est en centaines de kilomètres carrés que la malaria, que des fièvres hémorragiques gagnent du terrain. Voilà. Donc là aussi, des changements millimétriques se convertissent en des effets kilométriques et en des effets très tangibles. Donc oui, je voulais commencer par ça, pour dire que dans les zones lisières du monde, qui sont en fait des zones archi majoritaires en termes de surface. Pensons aussi à ce que... on parle de la banquise, mais on ne parle pas du permafrost. Pas grand monde sait ce que c'est que le permafrost. Le permafrost, c'est la partie du monde, c'est à peu près 10 à 20% des surfaces émergées, c'est la partie du monde qui est gelée en permanence, qui en fait n'a jamais dégelé depuis la dernière glaciation, qui s'est terminée il y a 11 000 ans. Cette partie-là n'avait jamais dégelé. Et maintenant, elle dégèle. Bon. Elle dégèle et elle libère dans l'atmosphère des milliers de kilomètres cubes de gaz à effet de serre, du gaz carbonique et du méthane, et puis des virus, etc. Voilà. Donc ça, c'est majeur aussi. C'est un phénomène qui intervient aussi sur les lisières. Mais les lisières ne sont pas un détail de notre monde. Elles sont notre monde. Elles sont notre monde, elles sont très habitées. Et du coup, on comprend bien l'importance, avec ce que vous venez de rappeler, François-Xavier Fauvel, du regard de l'historien Patrick Boucheron sur le temps long. Alors, François-Xavier Fauvel, vous êtes remonté vraiment sur le temps très long, même si quel peut apporter le regard de l'historien, justement, sur la manière dont les sociétés du passé ont ou pas réussi à traverser des transitions, des changements climatiques. C'est ça l'histoire de l'humanité tout de même. Oui, bien sûr, et je reprendrai volontiers cette image, qui est plus qu'une image, qui est une réalité, mais que j'utiliserai comme image de cette fonte du permafrost qui libère non seulement des gaz, mais aussi des maladies du passé. Et de quoi pouvons-nous tomber malades? Nous en avons eu malheureusement l'expérience depuis 2 ans, sinon des maladies du passé, sinon des retombées du passé, même pour le dire comme Yannick Barth, qui a étudié la question des effets à long terme des essais nucléaires français en Polynésie. C'est-à-dire qu'au fond, cette libération
de ce qui a été notre quotidien et nous permet aussi de comprendre ce que les historiennes et les historiens de métier peuvent apporter à ce débat qui est le nôtre et qui doit être à la fois collectif et politique au sens de la délibération raisonnable. Pas seulement, je dirais, se rassurer sur des continuités, pas ou tout au contraire s'exciter sur des fatalités, mais rappeler que l'histoire est pleine et riche de ces expériences du passé qui sont toutes prêtes à ressurgir, parce qu'il n'y a pas seulement que les dangers et les maladies qui ressurgissent. Et ce que disait François-Xavier Fauvel me fait songer à justement la question de à quelle échelle on va raconter cette histoire. C'est à la fois une histoire globale, on le comprend, mais qui n'est sensible et au fond intelligible qu'à l'endroit où on est, à l'échelle locale. Et pendant très longtemps, dans l'historiographie, on a opposé ces deux échelles. On faisait soit de l'histoire globale, soit de la microstoria. Et aujourd'hui, au contraire, on appelle la microstoria globale, qui est par exemple défendue par une historienne comme Francesca Trivellato à Princeton, et qu'on avait invité il y a quelques années à donner quelques conférences ici, nous permet de comprendre comment des échelles peuvent s'emboîter dans notre expérience. Ça ne concerne pas seulement que l'Afrique ou que les lisières du monde dont parlait François-Xavier Fauvel. L'important, c'est au fond d'africaniser, c'est ce qu'on tente de faire, l'ensemble de notre perception et de notre expérience politique. Par exemple, lorsqu'on parle de Venise, de quoi parle-t-on d'autre ? Lorsqu'on parle de Venise, c'est-à-dire de ce que Le Corbusier appelait cet événement urbanistique majeur de l'histoire de l'Europe qui place le site le plus urbain dans la situation la moins urbanisée possible. Pourquoi, effectivement, ce miracle architectural est-il logé là et depuis si longtemps dans un site dont on dit depuis si longtemps, depuis le XVe siècle, qu'il est en danger et qu'il est menacé d'être noyé? C'est dire déjà, ça sera le premier point, que ce n'est pas d'hier que cette conscience du changement climatique nous alerte et nous hante. Il y a toujours eu, il y a depuis longtemps l'idée ou la préscience, en dehors d'ailleurs d'une compréhension scientifique des phénomènes climatiques, mais l'idée que l'agir humain a une conséquence directe sur le climat est une idée beaucoup plus ancienne qu'on le croit. Des historiens comme Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressos, dans un livre qui s'appelle « Les révoltes du ciel », et qui part d'une enquête qu'il trouve en 1821 sur les origines du changement climatique, qui sont à chercher, croit-on à ce moment-là, dans la déforestation et dans la gestion des eaux, montre que, d'une certaine manière, y compris du point de vue politique, l'histoire peut nous permettre d'élargir notre compréhension et puis, d'une certaine manière, d'ouvrir le questionnaire, pour le dire comme Paul Veyne. Pour ouvrir ce questionnaire, faisons-le sur les mots déjà, sur ces deux mots, donc changement climatique, mais transition et adaptation. Patrick Boucheron, vous l'avez dit un petit peu, cette question de transition, c'est un mot d'historien, la transition, sauf que ça a un sens particulier et qu'aujourd'hui, Marc Fontcalbe le disait aussi pour le mot adaptation, ça devient des slogans utilisés d'une manière ou d'une autre. Alors, comment peut-on revenir sur ces termes-là ? Précisément, c'est un slogan parce qu'il permet de comprendre comment les deux échelles se nouent, l'échelle globale et l'échelle intime. Et c'est pourquoi j'ai cru nécessaire, dans les quelques mots d'introduction, de rappeler l'origine de ce mot, l'origine thermodynamique, et donc la double question, au fond, de la progressivité et de la radicalité. Et ça, au fond, c'est plutôt à l'archéologie de répondre, parce que c'est l'archéologie qui porte la mémoire et l'empreinte de la capacité qu'ont eu les sociétés à, encaisser, enregistrer, et puis s'adapter aussi au moment de transition, et comment, au fond,
les faciès archéologiques permettent de saisir, je dirais, ces deux tempi si différents, c'est-à-dire au fond l'attente, l'inquiétude, et puis la brusque embardée du temps qui oblige d'une certaine manière les sociétés à réagir à la catastrophe. François-Xavier Fauvel, c'est à vous, Patrick Boucheron, vous renvoie la balle en tant qu'archéologue, donc sur ces transitions, on peut employer ce mot-là, sur ces transitions et pourquoi ça s'emballe. Alors, justement, ce que vous dites l'un et l'autre me fait réagir parce que autant je suis un citoyen tout à fait concerné et tout à fait conscient, concerné, très très préoccupé, inquiet de l'effondrement. Et j'ai pas de problème, je le perçois, je le vis comme ça. J'ai même le sentiment d'être un citoyen assez sobre dans mon mode de consommation, pas oralement, oralement ça, mais très bon. Mais je vis, je perçois cet effondrement. Autant l'historien que je suis ou l'archéologue, quelle que soit la façon, on est en train de parler de nos métiers en tant qu'ils ont à voir avec le récit du passé. Autant en tant qu'historien, je suis aussi assez inquiet de voir ce que l'intégration dans nos récits du passé de questions environnementales fait au récit de l'histoire. Parce que ça ne fait pas rien. Ça ne fait pas rien. Bon. Alors, il est c'est une relecture de l'histoire. C'est une sorte de relecture de l'histoire. C'est tout à fait habituel. Enfin, je veux dire, on ne cesse de faire ça quand on est historienne et historien, que de réinjecter dans le passé de nouveaux facteurs qu'on avait oublié de prendre en compte ou qu'on n'avait pas les moyens techniques ou documentaires de prendre en compte, et puis de réexaminer, de relire. C'est pour ça que l'histoire est une discipline si dynamique dans laquelle on ne fait que revisiter en permanence les choses. Mais là, de la même façon que quelque chose d'inéluctable est en train de nous arriver citoyennement aujourd'hui, de la même façon, quelque chose est en train d'arriver au discours que nous produisons sur le passé. Et je ne sais pas comment régler ce hiatus-là, mais je vais néanmoins vous en parler. C'est que j'observe que le mode narratif dominant pour parler dorénavant du passé, c'est celui de l'effondrement. Bon. Et mot qui revient dans beaucoup de titres d'ouvrages. Sous cette forme ou sous une autre, comment le monde s'est effondré, comment Rome s'est effondré, comment ceci s'est effondré, comment les établissements vikings ont fini par s'effondrer, comment les civilisations se sont laissées effondrer, etc. Bon. Et là, il y a quelque chose qui, en tant qu'historien, me gêne, et à analyser ce qui me gêne dans ce vocabulaire-là et dans cette conception-là. Je crois que ce qui me gêne, c'est la conception très péplum de l'histoire qui nous revient. C'est-à-dire que dans le thème de l'effondrement, il y a cette idée que nous avons des civilisations qui forment un bloc, dans lesquels il y a des civilisations qui forment un bloc, et puis il y a des facteurs. Il y a un facteur, il y a des causalités. Il y a un facteur, et puis un facteur qui intervient à un moment donné. Alors ce facteur, ça peut être le changement climatique, ça peut être l'effondrement environnemental, mais comme ça peut avoir été avant, la corruption des élites. Comme ça peut avoir été à d'autres moments, je sais pas moi, l'intoxication au plomb. On a dit ça, on a dit que Rome, dans les années 70, Rome s'était effondrée à cause de l'intoxication au plomb causée par les tuyaux bon. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il était courant de penser aussi la question de pourquoi Rome s'était effondrée, et on le pensait à ce moment-là en termes de corruption des élites. Bon. Et puis 2 décennies plus tard, d'ailleurs le même auteur, Burke, et puis d'autres, révisent leur propre point de vue, parce qu'entre-temps la Révolution française s'était produite, et donc tout à coup c'est plus la corruption des élites, c'est l'affolement des foules. Bon. Donc c'est assez intéressant, on pourrait presque faire une histoire de l'histoire de l'effondrement de Rome. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait on pourrait prendre ça comme une espèce de marqueur, de métaphore qu'utilise la société contemporaine depuis 2 siècles pour se penser elle-même et pour penser les facteurs qui agissent sur elle-même et pour en faire un péplum qu'on se raconte le dimanche soir. Ce péplum, moi, il m'intéresse, il me fascine. J'adore ça, les péplums. Mais cette séduction, en tant qu'historien, j'ai aussi appris à la mettre à distance. Et c'est là que
l'archéologue que je suis aussi a une certaine expérience de ça. C'est-à-dire que Jean-Paul Demoule avait publié un article absolument fascinant il y a quelques années, qui est accessible en ligne, qui s'appelle « Les pierres et les mots », dans lequel il nous explique que l'archéologue est forcément toujours fasciné par la découverte. C'est sa séduction. Il veut de la découverte, elle veut de la découverte. En même temps, son métier, c'est de toujours la mettre à distance, c'est de toujours la médiatiser, c'est de toujours la neutraliser, c'est de toujours la repousser. Bon. C'est de toujours mettre un équipement, une procédure, quelque chose entre... bon. Et la pire façon de faire de l'archéologie, c'est d'en faire comme dans un documentaire sur Arte ou la BBC. La BBC. Bon, c'est-à-dire que c'est ah, mais comme c'est miraculeux, je viens de trouver devant la caméra une statue. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Si vous voulez que votre découverte ait une signification scientifique, qu'elle ait une portée documentaire, il vous faut en repousser l'échéance le plus possible. La mise à distance de cette séduction-là est l'essence même du métier d'archéologue, de la même façon, à mon avis, que la mise à distance de la séduction, de la causalité, est l'essence même du métier d'historien. C'est pour ça que je suis gêné devant le retour de la causalité, qui en tant qu'historien, me fait du mal parce que c'est l'abolition précisément de toutes les préventions méthodologiques que nous avons mises entre les événements du passé et nous. Oui, moi je suis d'accord, il faut se prévenir contre la tentation du catastrophisme facile ou du dandysme de l'apocalypse, c'est-à-dire au fond de considérer ce monde d'incertitude dont on nous parlait comme la certitude qu'il va s'effondrer. Et donc, au fond, c'est une fausse pensée critique, puisqu'elle nous amène à croire inéluctable ce que la prophétie cherche précisément à prévenir. C'est-à-dire, dans tous les sens du terme, prévenir, ça veut dire alerter, mais ça veut dire aussi tenter de faire en sorte que ce qu'on annonce n'ait pas lieu. Et c'est évidemment tout le paradoxe de la prophétie. Et donc, la question étant de savoir comment on peut, finalement, en historien, je suis d'accord, se faire face à cette facilité du temps qu'on peut appeler collapsologique, hein, qui est la facilité avec laquelle on pourrait croire vrai ce que disent les prophètes du malheur. Et de ce point de vue-là, on peut donner des noms, puisque François-Xavier Fauvel fait allusion, la collapsologie est devenue une sorte de sous-genre littéraire, hein, on le voit bien dans les librairies, mais elle trouve ses origines tout de même dans des essais ou des synthèses ou des propositions théoriques qui doivent être sérieusement discutées. Je pense évidemment à Jared Diamond, qui est le chercheur, au départ, plutôt en écologie, au sens scientifique de cette discipline, le chercheur qui a mis depuis 20 ans au cœur du débat des sciences humaines et sociales la notion d'effondrement, justement, la notion de collapse. Alors, François-Xavier parlait de l'établissement viking, des derniers établissements vikings dans le Grand Nord, puisque tel est, au fond, le lieu, la lisière du monde où notre imaginaire nous porte. On peut y revenir. Le dernier établissement viking dans le Grand Nord, je crois qu'il est documenté en 1386, et puis ensuite, plus rien, d'après les annales des rois de Norvège. Les Vikings ont reculé et le Grand Nord devient ou redevient le royaume, enfin en tout cas le domaine des Inuits. Et cette description, il va faire la même pour l'île de Pâques. À chaque fois, pour lui, le scénario, je parle de Jared Diamond, le scénario se répète, c'est une incompréhension ou une irresponsabilité face au changement climatique. En 1386, on est dans un petit âge glaciaire qui va compliquer la vie des
établissements vikings qui sont des établissements de colons qui sont venus avec leurs vaches, avec leurs habitudes alimentaires, énergétiques, et d'une certaine manière, ils sont pris, winter is coming, ils sont pris par le grand froid, et ils ne savent pas s'adapter, justement. Et à chaque fois, le scénario de Jared Diamond est le même, c'est que d'une certaine manière, ces sociétés s'effondrent parce qu'elles restent accrochées à leur certitude, à leur savoir, à l'état de la connaissance qui, au fond, se fait littéralement déborder par en fait, les réalités, en l'occurrence climatiques, qui devraient les remettre en cause. Et l'accusation, alors c'est ça la faiblesse, effectivement, me semble-t-il, de la collapsologie, c'est-à-dire c'est une histoire qui accuse, et qui accuse toujours les acteurs du passé ou du présent de ne pas voir les choses, et en l'occurrence, ce qu'il y avait à voir pour les Vikings de Groenland, c'était comment vivaient les Inuits. C'est-à-dire, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de prévoir, il s'agit aussi d'ouvrir les yeux sur les expériences, et qui sont les expériences communes, humbles, des sociétés, comment elles font. Alors, évidemment, on a parlé de la COP 26. Aujourd'hui, on a bien compris que l'Inde fait un coupable facile. Bon, ça y est, on a compris. Et évidemment, mis bout à bout, si on dit, sont hostiles à une politique volontariste, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Australie et le Brésil, ça fait quand même une part désespérante et des terres immergées et du PIB mondial. Bon. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce qu'on sait bien par ailleurs que le découragement, et c'est de cela, et c'est contre cela effectivement qu'on doit travailler, le découragement vient du fait que là, on va se dire, nous, on représente que 1%, et donc c'est pas la peine, c'est trop tard, c'est foutu, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut aussi lire charitablement Jared Diamond quand il nous invite à regarder ce que les sociétés font, ce qu'elles font vraiment, leur capacité effectivement adaptative. Et là, de ce point de vue-là, je repose la question. L'archéologie, elle nous offre sinon des solutions, du moins une forme d'attention à ces adaptations. François-Xavier Fauvel, donc, que nous dit l'archéologie pour sortir de cette histoire accusatrice, enfin de cette relecture? L'archéologie ne cesse de nous inviter à épaissir le récit des rapports entre les sociétés et leur environnement. L'archéologie a proposé depuis très longtemps un terme, le terme de milieu, qui exprime précisément les relations entre les sociétés et leur environnement. Penser société et environnement comme deux catégories ontologiques séparées, pour parler comme des scolas, c'est une anthropologie de nos sociétés actuelles assez pauvres qui oublient que les sociétés et leur environnement ont des rapports très anciens, multiples, diversifiés selon les strates de la société, faisant l'objet de compétitions au sein de la société et avec les autres sociétés. Les environnements, ce sont des ressources, ce sont aussi des impacts en termes de pollution, et ces pollutions, on les observe, par exemple, je sais pas moi, depuis l'âge du fer, on voit très très bien, on est capable de mesurer avec des carottes dans les lacs des Pyrénées l'impact de pollution produite par les sociétés humaines depuis des milliers d'années. Bon. Donc, penser en termes de milieu, c'est d'introduire une catégorie qui est précisément que l'environnement est toujours déjà anthropisé par les sociétés qui l'habitent. Bon. Donc oui, les archéologues sont bien équipés pour observer, pour peupler le scénario avec davantage de personnages que ce qu'on met d'habitude. Ce qui me gêne, moi, ce qui me gêne avec l'effondrement, c'est l'intrigue. C'est que l'intrigue n'est pas bonne. C'est pas une bonne intrigue, l'effondrement. Une fois de plus, c'est intéressant pour un péplum du dimanche soir.
Et ça, j'adore. Bon. Mais l'intrigue n'est pas intéressante. Ça n'est pas une bonne intrigue. Et pourquoi ça n'est pas une bonne intrigue? Parce qu'en tant qu'historien, on ne peut pas y croire à la causalité. La causalité, c'est exactement comme transition. C'est un mot emprunté aux sciences de la nature. La causalité, ça se mesure en laboratoire. La causalité, l'impact entre, je sais pas, balancer 2 protons sur un truc et puis voir ce qui est beau, ça se mesure, ça s'observe. Et puis on peut faire des expériences contradictoires pour voir si, en changeant les conditions de l'observation, on change quelque chose, etc. Dans le passé, dans l'histoire, on ne voit pas de causalité. Attention, je suis totalement kantien, c'est une donnée de l'entendement. Nous pensons les choses en termes de causalité. Mais savoir si c'est bien le réchauffement d'un demi-degré à tel moment qui a obligé les Vikings à s'enfuir de leur dernier établissement dans le Grand Nord, ou savoir si c'est parce que les habitants de l'île de Pâques ont surpâturé leur île à cause de leurs moutons, qu'ils ont dû finalement vivre pendant plusieurs siècles dans un état de pauvreté lamentable. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et je peux me laisser séduire par la causalité. Elle est là pour ça. Mais je ne peux pas y croire à la causalité. Moi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si Rome s'est effondrée. Je trouve ça séduisant, l'idée que Rome puisse être effondrée parce que Rome étant une civilisation de l'eau, les zones impaludées se seraient accrues et par conséquent, ne maîtrisant pas le truc, Rome se serait effondrée. C'est aussi séduisant que n'importe quelle autre causalité. Mais là où ça pêche, là où ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faudrait pouvoir faire les expériences. Il faudrait reproduire cette expérience-là. Est-ce qu'une autre grande civilisation de l'eau, par exemple l'islam médiéval, s'est effondrée? Oui ou non? Répondez. Est-ce que d'autres civilisations contemporaines de Rome, qui ont subi les mêmes événements climatiques, le même enchaînement, qui étaient aussi densément peuplées, est-ce qu'elles se sont effondrées? J'attends des réponses. Donc, quelle est la reproductibilité de ça? Ça ne se reproduit pas parce que c'est dans l'histoire. Et parce que ça ne se reproduit pas, parce que ça ne peut pas se faire dans des conditions expérimentales, on ne peut pas parler de causalité. Je n'en sais rien. Donc pas de causalité parce que c'est multifactoriel, et aussi parce que, Patrick Boucheron, vous le dites bien, au fond, quand on parle d'effondrement, c'est comme s'il y avait un moment de bascule immédiat. Or, il n'y a pas un avant, un après. Voilà. Quand on est historien, on le voit et on le sait, ça. Oui, et évidemment, c'est important à redire aujourd'hui, à un moment où on s'est précipité pour parler d'un monde d'après, mais d'après qui? Et qui le dira? Et d'après quoi? Alors qu'on sait bien que ces catégories sont des catégories de l'entendement, comme le rappelait François-Xavier Fauvel, de l'analyse, mais en aucune manière de l'expérience. Nous ne faisons pas l'expérience de la causalité. Jamais. Nous faisons l'expérience de la précipitation des temps, de la contemporanéité, mais pas de la causalité. Cela dit, on parle d'autre chose. C'est-à-dire que lorsque on parle du danger de l'effondrement aujourd'hui, on ne parle pas d'un effondrement politique qui suivrait par la révolte ou par la pauvreté des conditions climatiques. On parle en fait de l'apocalypse lui-même. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un petit peu différent, ce qui nous amène au fond à réfléchir, non pas en termes de causalité, mais en termes de chronologie, parce que d'une certaine manière, l'archéologue le sait bien, on ne peut faire que des chronologies relatives. Et ce dont on parle, ce dont on a parlé avec Marc Foncave et Christian Gaulier, et ce dont on reparlera encore, c'est évidemment de la question toute politique du mix énergétique, c'est-à-dire de la capacité qu'ont les sociétés à décider dans un état donné des rapports de force et aussi des connaissances scientifiques et des moyens et des besoins économiques de ce que sera effectivement son énergie dominante. On remarque quand même qu'en histoire, on a traditionnellement depuis très longtemps signé, daté les périodes par l'énergie dominante. Et que cette chronologie, elle n'est pas seulement technique, elle est aussi politique. C'est-à-dire que, évidemment, le temps du carbone est, comme l'a rappelé
Timothy Mitchell, celui aussi, sinon de la démocratie, du moins des luttes sociales qui permettent de faire vivre une situation politique. C'est ce qu'il a montré dans Carbone Démocratie, montrant que d'une certaine manière, le temps des hydrocarbures n'est pas simplement celui dont on parle dans ses conséquences industrielles, économiques et environnementale, mais aussi le passage du charbon au pétrole, c'est aussi le passage de la carbone-démocratie à la monarchie pétrolière. C'est-à-dire c'est un tout autre modèle politique, et qui ne concerne pas seulement que l'Arabie saoudite, qui peut, ici ou là, se rappeler à notre bon souvenir quand la COP, effectivement, exige l'unanimité des puissances, mais qui, au fond, s'impose à l'ensemble du monde. Donc, tout choix énergétique est comme signé par un choix politique implicite. Et c'est cela, au fond, qui nous importe de dire, c'est que ce que décrit, malgré tout, et c'est là où je pourrais, mais pour le plaisir de la discussion, défendre un peu ces scénarios, et en particulier celui de Jared Diamond, qui sont effectivement trop séduisants et trop entraînants pour être honnêtes sans doute, mais au moins ont-ils le mérite de rappeler qu'à certains moments de l'histoire des sociétés, elles étaient devant des dilemmes, devant des choix, et que ces choix sociaux, ils entraînaient sans doute ils étaient éclairés par l'état des connaissances. Le nôtre est évidemment infiniment supérieur à celui des sociétés du passé, mais qu'ils se délibéraient politiquement. Et donc, toute notre difficulté, au fond, mais c'est une difficulté qui nous est commune, c'est comment, au fond, articuler une expertise scientifique et une délibération politique. Tout est là, en somme. Et je pense que ce que décrit aussi l'histoire du point de vue du changement climatique, c'est que dès que la question est posée, elle est politisée. C'est-à-dire qu'elle est médiatisée par la question de la décision, qui sait quoi et qui fait quoi. D'où l'importance d'avoir vraiment des regards croisés de scientifiques en sciences dures ou en sciences exactes et en sciences humaines, François-Xavier Fauvel. Oui, effectivement, oui. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est peut-être. Mais alors, peut-être quelle piste du côté, peut-être, avant de voir s'il y a des questions, peut-être quelle piste en essayant d'intégrer tout ça, c'est-à-dire tous ces facteurs-là, cette question politique, cette question climatique, la question du temps, les expériences passées, comment maintenant à la fois faire passer ça dans la société et proposer des pistes de réflexion. Nous allons changer d'âge. Finalement, c'est peut-être pas l'effondrement à mettre en avant, mais dire vraie transition, véritable transition, et comment s'adapter et quel choix faire collectivement, politiquement, économiquement, énergétiquement, puisque c'est le principal enjeu. J'ai prévenu au début tout à l'heure que je vivais un hiatus entre ma position de citoyen conscient d'être dans une apocalypse civilisationnelle et mon rôle d'historien regardant le passé et mécontent de voir ce que fait à la narration de l'histoire le fait d'injecter dans les scénarios du passé des problématiques environnementales. Donc, je ne voudrais pas donner l'impression que je ne crois pas dans les causalités environnementales. Enfin, je veux dire, j'ai commencé par là et nous en souffrons et nous allons mal et ça va aller encore plus mal. Bon, ça c'est posé. Voilà, ça c'est posé. Mais voilà, mais je réitère juste de façon différente. C'est que dans un discours historien,
sur le passé, je trouve que ça passe mal. Voilà. Et je trouve que ça passe mal, et parce que ça fait, je disais que ça fait du mal à l'intrigue, je disais que ça mobilise la notion de causalité, qui est une notion qui est une catégorie de l'entendement et de l'action, mais pas une catégorie d'analyse pertinente dans les sciences humaines. Mais ça fait aussi quelque chose, c'est que ça fait penser l'objet comme une civilisation. C'est-à-dire que à distance, on ne voit plus trop, à distance temporelle, je veux dire, on voit plus trop les sociétés, on voit plus trop les clivages au sein de sociétés. Les différences, la complexité. Voilà, exactement, la complexité, les différences d'accès aux ressources, les différences de statut entre les individus, les différences d'accès, aux ressources de l'environnement, la différence d'accès au discours normatif sur l'utilisation de ces ressources, etc. On voit plus trop tout ça et on pense civilisation. Alors c'est facile quand c'est sur une île en plein milieu du Pacifique, parce que ça fait une espèce d'enclos, et puis on peut penser. Mais société viking, voilà, est-ce qu'à un certain moment elle s'est vraiment effondrée? Est-ce qu'il suffit qu'un petit établissement de 25 personnes ait disparu pour qu'on puisse parler d'effondrement? Voilà. Donc ça change le personnage, ça change le personnage de l'histoire que de parler de civilisation, ou plutôt ça oblige à parler du passé en tant que civilisation. Ça, je trouve que c'est gênant. En revanche, je trouve que ça l'est moins quand on parle du présent, parce que c'est justement ça qui est en train de nous arriver. Et c'est bien ça qu'on met dans nous. On parle de nous planétairement en tant que civilisation en train de se tirer une balle dans les deux jambes. Et c'est bien et on est bien en train de changer la taille, la circonférence du personnage principal ou de la scène où se déroule le cataclysme qu'on est en train de causer. Donc une fois de plus, je ne peux que pointer le clivage le clivage qui est le mien en tant que citoyen engagé, conscient et très soucieux, et puis très très pessimiste. Enfin, je veux dire que là ça se voit pas, mais je suis extrêmement pessimiste. Et puis d'un autre côté, l'intellectuel, l'historien, qui lit les livres des autres, qui essaye de produire une histoire, qui dialogue avec d'autres historiennes et historiens, et qui suit également décontenancé, voilà, par la facilité avec laquelle on transforme du récit historique en péplum. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ça aujourd'hui. Voilà. Mais justement, est-ce que ce n'est pas en reconnaissant tout ça, Patrick Boucheron, c'est-à-dire aussi le fait qu'on nous sommes décontenancés, le fait qu'il y a la question de la justice climatique, évidemment, qui est fondamentale, et l'apport, justement, de toutes les sciences, de tous les regards, de tous les savoirs, est-ce que ce n'est pas en mettant tout ça sur la table, et pour éviter de simplifier, qu'on pourra précisément Pour éviter avancer. de simplifier, pour éviter de se décourager, pour éviter de se C'est démobiliser. C'est ça. Au fond, parce que c'est de cela, la pierre de touche, c'est ça, ce qui peut nous inquiéter dans le catastrophisme, c'est qu'il démobilise nos énergies. Si ça met les gens dans l'impatience, et y compris d'ailleurs dans une forme d'appel à la justice climatique, même si ça passe par la colère, moi ça me va. Ça me va, parce que l'essentiel c'est de se mobiliser. Si on considère par là qu'au fond c'est déjà acquis, c'est déjà trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire, alors on retrouve effectivement ce que Serge Gainsbourg appelait les aquabonistes, et plus profondément cette articulation entre le clivage et l'engagement, pour reprendre les deux mots de François-Xavier Fauvel. Je suis clivé, je suis engagé. Mais alors comment le penser en même temps ? On le voit bien, et à chaque COP, on le pointe le découragement, qui est effectivement le fait qu'on ne peut décider, et je dis je en tant qu'individu, mais je peux dire nous en tant que Collège de France, ou nous en tant que France, par exemple, c'est-à-dire 1% des émissions carbone. Alors ça veut dire que ça ne vaut pas le coup, mais en même temps, il reste quand même des gens qui vont voter, par exemple. Et voter, ça veut dire mettre un bulletin dans l'urne, pas davantage, normalement. C'est très rare, quand même, les situations électorales où c'est ce bulletin qui fait
tourner le résultat. Et pourtant, on le fait. Donc ça veut dire qu'il y a bien des moments dans notre engagement citoyen où on accepte d'avoir une pratique qui effectivement est négligeable, minoritaire, insignifiante du point de vue statistique, mais qui produit ensuite, accumulé, un résultat. Donc, d'une certaine manière, la question de la responsabilité énergétique individuelle, sociale ou politique, c'est celle-là. C'est comment on agrège des énergies pour mobiliser un engagement. Et donc, c'est terrible de considérer qu'il y a un clivage entre « mais moi, de toute façon, que j'ouvre ou que je ferme mon robinet, ça changera rien ». Oui, ça changera rien. Mais évidemment, toute l'histoire des sociétés montre que les décisions individuelles et politiques ont des impacts globaux. Et c'est pour ça que je faisais allusion à cette micro-histoire globale. Nous sommes dans une micro-histoire globale. Et voilà, au fond, ce qui nous anime, si je peux me permettre de revenir à notre avenir commun durable, c'est pas tant que nous pensons que, en tant que scientifiques, nous allons sauver la planète. C'est qu'il faut sauver la planète et que nous sommes scientifiques. Donc que chacun agisse à l'endroit où il est. Les industriels comme industriels, les scientifiques comme scientifiques, les historiens comme historiens. Voilà. Chacun s'engage à l'endroit où il est, de ses compétences, de ses engagements, de sa mobilisation. Et donc, c'est simple, au fond, comme proposition, mais d'une certaine manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, chacun s'engage et s'engage aussi à ne pas trop simplifier. Hein. C'est aussi ça que je retiendrai. Est-ce qu'il y a des questions soulevées dans la salle? Oui, je vois des mains qui se lèvent, donc on va vous donner la parole pour échanger un peu.